Depuis que j'étais enfant, on parlait de Mbosso. Il est encore là. Je ne peux pas perdre mon temps à parler d'un monsieur comme Kabouy. Parce que c'est un épiphénomène. Et on veut donner à un député qui ne fout absolument rien 33 000 $. C'est-à-dire que pour qu'un policier qui touche 100 $ arrive à avoir ne fût-ce qu'un mois d'un député, il doit faire 330 mois. La CNI elle-même a commencé à corriger ses imperfections. Non, tel n'a pas été élu, c'est tel, erreur matérielle. Est-ce que vous savez que M. Félix Séké a nommé un civil comme général? C'est qui? Voilà. Comment voulez-vous que les gens ne meurent pas alors qu'il y a un judiciaire à la tête du pays? Êtes-vous prêt à donner ces propositions au Non, mais gouvernement? je vous ai fait une proposition gratuitement d'ailleurs. J'ai demandé à M. Félix Séké de démissionner pour incompétence. Ça servira à quoi d'avoir un président qui ne fait rien? Par rapport à la classe politique de manière générale, vous nous avez déçus. Sincèrement, je me rends compte que vous ne servez que vos poches, vous ne servez que vos ventres. La population est en train de souffrir. Quelqu'un qui n'a pas suivi un cursus normal, aujourd'hui il est chef AMG. Et vous pensez que ceux qui ont suivi le cursus normal vont l'accepter? Non, c'est comme vous aussi. Mesdames et messieurs, l'émission Entrevue de ce jour reçoit pour vous un fils de l'Équateur, un écrivain, un politique. C'est avec lui que nous allons parler des élections, de la situation sécuritaire du pays. En général, nous allons parler de la vie politique de la République démocratique du Congo. Voilà, le décor est déjà planté pour cette entrevue de ce jour, que nous sommes ici dans le parti politique et les nous bâtissons que dirige messieurs Alain Bolojoa. Et aussi une précision qu'il est aussi l'initiateur de ce parti politique. Bonjour monsieur Alain Bolojoa. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. L'actualité oblige et la République démocratique du Congo a des actualités aujourd'hui. La première, c'est le non-léopard qui sont en train de défendre la couleur nationale. La demi-finale face au pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Bon, je souhaite que l'équipe nationale gagne. Justement pour permettre à la jeunesse congolaise d'avoir l'opportunité au moins de connaître ce que c'est la joie. Parce qu'avec la gouvernance actuelle, c'est fort rare de voir la population sourire. Et en même temps, je pense que nous devons, dans l'ordre d'importance de choses, nous devons en même temps comprendre que notre pays est en train de traverser une situation fâcheuse qui demande à ce que nous soyons plus concentrés par rapport à l'exigence sociétale, mais surtout à l'exigence citoyenne, pour que nous arrivions effectivement à donner la chance à cette jeunesse, parce qu'au-delà du sport, il y a la vie nationale. Deuxième élément que je voudrais épingler par rapport à la question, c'est l'organisation ou la mise en place d'une politique cohérente. Parce que le sport a plusieurs disciplines et jusque-là, nous ne sentons pas qu'il y a effectivement le souci de promouvoir la jeunesse sportive, parce que les PEFKIN, l'INAFOOT ne sont plus organisés. L'essentiel de joueurs qui sont là ont été sélectionnés il y a bien longtemps. Il y a d'autres qui viennent de la diaspora. Mais au niveau interne, en tout cas, je ne sens pas l'engagement du gouvernement à donner la possibilité à la jeunesse de s'exprimer. Parce qu'à une certaine époque, on voyait un jeune tel que Méchac, qui a été découvert grâce à un réseau téléphonique. Aujourd'hui, il fait la fierté non seulement de son quartier, mais de toute la jeunesse. Parce que justement, on sentait qu'il y avait le souci d'accompagner la jeunesse. Mais aujourd'hui, apparemment, le gouvernement de la honte n'a aucune vision.
quand bien même qu'ils ont eu à changer le ministre en charge du sport, on se rend compte que le monsieur qui était hier journaliste, aujourd'hui devenu politicien, est un piètre ministre qui n'arrive pas à donner de bonnes orientations par rapport à la gestion de la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup, M. Alain. De la deuxième actualité du jour, ce matin, quand on a ouvert mon téléphone, mon poste de récepteur, on a reçu des informations que la ville de Goma est bombardée. Sur quoi le problème, M. Alain? Le bombe en répétition Goma, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, le plus grand problème, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais le problème que vous décriez, c'est nous sommes dans une situation de guerre. Je suis surpris de voir que les gens soient surpris que la ville de Goma soit attaquée. Goma, oui. De Goma soit attaquée. Alors que nous savons qu'il y a l'avancée de AFC, je pense, si je ne m'abuse pas. Cette organisation qui voudrait, d'après leur dire, renverser le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Et donc, dans une telle situation, quoi de plus normal, quoi de plus naturel qui ait ce genre d'actes. Nous condamnons, mais nous condamnons en même temps le laxisme du gouvernement parce que c'était prévisible. Tout le monde savait qu'on allait arriver là. Le fait seulement que le commandant en chef est défaillant, il n'a pas la capacité de cerner les choses, de comprendre les choses dans leur profondeur. Il a posé certains actes qui ont mis en mal la fibre sociale. Il a fragilisé l'armée. Il a conditionné la population dans la jouissance au lieu de mobiliser cette population, la mettre dans un état d'esprit de guerre, comme l'avait fait jadis Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des choix contradictoires, il y a des politiques des tâtonnements, des politiques des CRE. Je crains que Goma ne tombe. C'est probable que Goma tombe. Pas aussi forcément Goma, parce que selon les dernières nouvelles que nous avons, les habitants de Sake sont déjà en train d'évacuer déjà leur territoire pour se rendre à Goma. Donc, la ville aussi est attaquée. Est-ce qu'on peut mettre fin à cela, les dispositions pour mettre fin à cela, ça fait que... Oui, en tout cas, ce qui est vrai, c'est une situation fâcheuse. C'est quelque chose que nous devons tous condamner. Mais ce qui est vrai, c'est loin d'être une fatalité. Nous savons que le pays est dans une situation de guerre. Nous savons que notre armée est désarticulée par le fait que M. Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'orienter les choses telles que le veut, telles que l'exige en fait la situation des guerres. Mais ce qui est vrai, il suffit seulement que le Congolais lève la plus bonne option et nous allons résoudre ce problème. Quand même, ça ne sera pas facile. C'est ça, mais c'est loin d'être... C'est par le dire, monsieur le Président. Non, mais si vous avez un commandant en chef à Guéry... Est-ce que vous qui êtes de l'opposition, vous avez de propositions pour mettre fin à cette situation? Oui, mais c'est ça, en fait, notre proposition. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est ça, en fait, notre proposition. Nous devons faire partie, M. Félix Tshisekedi, au plus vite. Parce que ce monsieur n'a aucun degré de sérieux dans ce qu'il fait. Il vous souviendra que c'est lui qui a réchauffé le M23. C'est lui, par ailleurs, qui a financé les premières opérations de recrutement du M23 avec autant de maladresse. Aujourd'hui, c'est lui qui a donné assez de moyens et assez de temps à ces groupes, justement, pour prendre de l'ampleur. Et fort malheureusement, il n'arrive pas à résoudre le problème. Et donc, nous pensons que la solution est la meilleure. C'est d'abord le faire partir, donner à la République un commandant en chef aguerri, quelqu'un qui a l'esprit d'abnégation, l'esprit des sacrifices, pas un jouisseur, pas quelqu'un qui passe son temps à des loisirs alors que la population se meurt. Et donc nous considérons qu'il faudrait d'abord commencer par lui. Lorsque vous aurez un commandant en chef aguerri, eh bien celui qui viendra aura la possibilité de mettre en place des politiques cohérentes. Il va combattre le tribalisme et la corruption au sein de l'armée. Parce que si vous prenez le statut ou l'organisation de l'armée, vous allez vous rendre compte que l'armée, c'est un corps très sensible au regard de ses missions, mais aussi de sa composition. Premièrement, vous avez deux types
deux niveaux en termes d'organisation. Vous avez la fonction, vous avez les grades ainsi que la fonction. La fonction la plus élevée dans l'armée, c'est le commandant, le chef MG, le chef d'état-major général. Aujourd'hui, nous sentons que le chef d'état-major général n'a plus la maîtrise de ce qui se fait parce que justement, M. Félix a créé un task force au niveau de la présidence. Il y a une sorte d'usurpation de compétences constitutionnelles qui lui est reconnue et il a donné à ses amis et connaissances au nom de la tribu. Vous prenez le chef MG adjoint, il y en a deux. Le premier chef MG adjoint qui est chargé de l'administration et de la logistique. On se rend compte que dans ces départements, il y a beaucoup de détournements. Les équipements que l'on devait avoir n'entrent pas. On ne sait pas si c'est le chef MG ou sinon le même gouvernement qui est en train de détourner l'argent. Parce que chaque jour, il n'y a que des scandales. On n'est pas assez équipé. Et fort malheureusement, l'administration militaire ne fonctionne plus bien. Et cela pose beaucoup de problèmes. Le deuxième département, le grand département, c'est le chef MG, Ops, Rance, les opérations et renseignements. Oui. On se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes à ce niveau et ça fragilise les opérations parce qu'il y a des choix contradictoires, des décisions qui vont dans tous les sens et ça fait que sur le terrain, les militaires se sentent trahis par le commandement. Et donc, vous comprenez déjà à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes. Que ce soit au niveau de grade, que ce soit au niveau de la fonction, il y a beaucoup de problèmes. Parce que la personne qui assume la fonction de chef MG, c'est un lieutenant général. Alors qu'au sein de notre armée, il y a des généraux d'armée. Voyez-vous? Le grade le plus élevé dans l'armée, c'est le général d'armée. Après le général d'armée vient le lieutenant général qui est un général, oui, mais à 3 étoiles. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes de commandement parce que l'inspecteur général de l'armée est plus gradé que le chef MG. Alors la grande question que l'on doit se poser, comment est-il arrivé là? Parce que si vous prenez M. Chiwewe, il était colonel. Oui. Et de manière miraculeuse, il est devenu général de brigade. Après, général-major. Aujourd'hui, il est lieutenant général et en même temps chef MG. En moins de 4 ans. C'est vraiment un miracle. Aujourd'hui, au niveau de l'armée, peut-être le travail. Il y a des frustrations. Non, mais le travail, il a fait quoi? Il était au niveau d'une brigade, la garde républicaine. Comment est-il arrivé pendant un mandat, est-il arrivé à être lieutenant général et en même temps chef? Est-ce que nous avons besoin de titres ou soit nous avons besoin du travail sur terrain? Non, mais attendez, le travail sur le terrain, l'armée, c'est un corps discipliné. Ne confondons pas l'armée à l'IDPES. Voyez-vous? L'armée ne peut pas être gérée comme l'IDPES. Dans l'IDPES, on peut prendre un militant, faire de lui un secrétaire général sans passer par les échelons. Et le secrétaire général nomme un autre secrétaire général les remplaçants. Mais dans l'armée, ce n'est pas le cas. L'armée en tant que système, sa stabilité dépend du fonctionnement de tous les éléments qui le composent. Si vous ne respectez pas la fonction, la gestion de carrière, si vous ne respectez pas le mode d'accession au grade, ça crée un dysfonctionnement, ça crée la démobilisation. Là, vous me ramenez directement. Là, je me réfère à mon professeur de la presse écrite qui nous disait qu'un journaliste peut déborder le borne juste pour sauver sa population. Donc, il peut là où la loi ne lui permet pas, mais un journaliste peut enfreindre la loi pour juste informer sa population. Bon, vous savez... Alors, si peut-être dans le cas d'espèce, et que cette procédure avait permis que pour l'intérêt suprême de la nation, que cette procédure que vous décriez, biaisée, profiter à l'intérêt suprême de la nation, pourquoi pas le faire, monsieur? Non, mais le profit de la nation sera évalué par rapport aux résultats. Apparemment, que ce soit moi, que ce soit vous, vous futigez le fait que l'armée n'arrive pas à résoudre la question dans la partie Est. Est-ce que c'est le problème de l'armée, monsieur le Président? Il y a un problème d'organisation, il y a un problème fonctionnel. Est-ce que vous savez que M. Félix a nommé un civil comme général? C'est qui? Voilà. Il y a un civil aujourd'hui qui est général. Hein? Edi Kapen, c'est un civil. Il a été chassé de l'armée. Okay. Alors voilà. Moi, en tant que politique, en tant qu'étudiant en criminologie
Je suis très souvent en contact avec les hauts officiers militaires parce qu'ils sont nos enseignants. Et nous arrivons par moments à leur poser des questions. Mais ce monsieur a été non seulement dégradé, mais chassé de l'armée après procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Monsieur Félix Sekela a nommé à titre exceptionnel un ancien colonel, on fait de lui général. Et pensez-vous que les gens qui ont suivi un cursus normal vont accepter d'avoir un civil à la tête des opérations? Voyez-vous? Quelqu'un qui n'a pas suivi un cursus normal, aujourd'hui il est chef MG. Et vous pensez que ceux qui ont suivi le cursus normal vont l'accepter? Non, c'est comme vous aussi, dans votre entreprise. Si vous vous battez, vous suivez, vous respectez la discipline de l'entreprise, vous sacrifiez avec esprit d'abnégation et vous trouvez quelqu'un qui vient à peine d'arriver, on va aller hisser en directeur général, vous ne serez pas content. Monsieur Alain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a de frustration au sein de l'armée et cela justifie ce que vous vivez là. Monsieur Alain, si aujourd'hui, le président de la République prenait conscience, je dis non. Même si c'est peut-être ceux qui ne gèrent pas la République ont des idées. Ils décident que je dois approcher M. Alain, je dois approcher l'opposition pour qu'on forme le gouvernement, un gouvernement costaud pour faire face à tout ce que nous décrions peut-être à l'Est, surtout ça. Seriez-vous prêt d'entrer dans le bateau? S'il le fait, il va prouver au monde que j'ai raison, qu'il n'est pas sérieux. Seriez-vous prêt Non, mais je vous donne la réponse à ma manière. Si M. Félix Sekela considère que pour résoudre la question de l'Est, il doit constituer un gouvernement dans lequel j'en ferai partie, il n'est pas sérieux du tout. Pas forcément vous, même toute l'opposition. Non, mais je vous dis, le problème, ce n'est pas l'opposition. Le problème, ce sont ses insuffisances. Il n'a pas le profil pour être président de la République. Et s'il veut que nous puissions l'aider à faire quelque chose, c'est le conseiller à démissionner pour incompétence notoire. Pourquoi voulez-vous que tout le monde soit dans le gouvernement pour résoudre le problème? Je ne sais pas comment vous percevez les choses. Si vous entrez dans votre voiture, vous n'avez pas de clé de contact, vous ne démarrez pas, vous voulez que la voiture se déplace comment? Parce que la première condition, il faudrait d'abord respecter les principes du démarrage. Il faut d'abord utiliser la clé. Si vous ne démarrez pas la voiture, ça ne va pas se déplacer. Alors, il faut commencer d'abord à respecter la loi, à respecter la norme, pour que vous arriviez effectivement à résoudre le problème. Comment voulez-vous qu'un tricheur puisse mettre en place un gouvernement sérieux et gouverner pour apporter des solutions au problème? Parce que l'État déjà combat la tricherie. C'est lui le problème. Je peux peut-être réformer la question autrement. Si peut-être aujourd'hui, même pas faire partie du gouvernement, soit intégrer les institutions étatiques. Il dit, monsieur Alain, vous avez beaucoup d'idées et les idées sont meilleures. Comment il les saura? Parce qu'il lui-même n'est même pas capable de savoir. Et les idées sont meilleures. Est-ce que vous pouvez me faire des propositions et puis moi je vais appliquer? J'ai fait la proposition et la meilleure. Sa démission pour incompétence notoire. Comment voulez-vous que les gens ne meurent pas alors qu'il y a un judiciaire à la tête du pays? Êtes-vous prêt à donner ces propositions au Non, mais gouvernement? j'ai fait une proposition gratuitement d'ailleurs. J'ai demandé à M. Félix Sekela de démissionner pour incompétence. Ça servira à quoi d'avoir un président qui ne fait rien? Si il a quelque chose à faire, il peut continuer à vivre sa vie et laisser la liberté, laisser au pays le temps de respirer. Parce que tant que nous aurons un monsieur comme Félix Sekela à la tête du pays, il n'y aura pas d'avancée. Merci, M. Alain. Aujourd'hui, ici, la question est aussi brillante au sein de l'opposition. Constitutionnellement, l'opposition doit avoir un porte-parole au niveau des institutions de l'État, comme la Constitution l'oblige. Il semblerait que Moïse Katumbi est le ticket gagnant de l'opposition pour représenter l'opposition comme porte-parole de l'opposition. Bon, moi je ne sais pas, je prends mon temps à lire la Constitution. Je connais assez bien les 229 articles de cette Constitution. Aucune disposition de la Constitution ne parle du porte-parole de l'opposition. C'est plutôt la loi sur le parti politique qui en parle. La loi organisant l'opposition. Cette loi a été conçue justement pour créer une sorte d'équilibrage. Parce que après
les élections de 2006. Je pense que c'était notre frère Délice Essanga qui a eu à présenter cette loi. Je pense que cette loi peut trouver son sens au regard de la vision de la classe politique, mais sociologiquement, ça ne répond à aucun besoin. Monsieur Moïse Katumbi, si les élections étaient organisées et qu'il était en deuxième position, naturellement, il serait le porte-parole de l'opposition institutionnelle. Parce que si vous prenez en termes de répartition, comme l'a fait M. Félix Sekedi, en distribuant le poste de député, il a donné un quota à M. Moïse Katumbi. Et dans l'ordre d'importance par rapport à ce que vous appelez opposition, il est en bonne position. Et naturellement, si nous étions dans un contexte démocratique et constitutionnel, il pourrait être là comme porte-parole de l'opposition. Mais la grande difficulté chez nous, nous sommes en face d'une dichotomie. L'opposition institutionnelle n'a pas l'ancrage sociologique. La majorité institutionnelle n'a pas l'ancrage sociologique. On peut tout dire. Moïse Katumbi n'est pas l'opposant le plus populaire. Et puis deuxièmement, Moïse Katumbi en réalité ne pouvait pas être opposition parce que personne ne sait qui a le pouvoir conformément à la Constitution. M. Félix Sekedi a été une invention des Kabila. Aujourd'hui, M. Félix Sekedi a été tshisekedocratiquement proclamé. Et donc, vous comprenez que ce monsieur a changé même la nature de la fonctionnalité de la classe politique. C'est lui qui n'a pas été élu et aujourd'hui appelé président de la République, et c'est lui qui était, entre guillemets, élu la première journée des élections, est appelé opposant, et on veut faire de quelqu'un porte-parole sans tenir compte de ces réalités-là. Et donc, il peut être porte-parole de l'opposition institutionnelle et ne pas être porte-parole de l'opposition sociologique. Parce que moi, je ne peux pas reconnaître à Moïse Katumbi le droit de me régenter. Et au-delà de tout, un porte-parole de l'opposition, c'est quoi en fait? Pourquoi? Parce qu'on a vu que celui, même à l'élection présidentielle, il représentait aussi un poids, parce qu'on a vu... Non, mais il représentait un poids sur base de la forfaiture électorale, cher ami. La forfaiture électorale. Non, mais dites-moi, quand est-ce que M. Moïse Katumbi a reconnu le résultat des élections? Comment peut-il s'y classer parmi les opposants alors qu'il ne reconnaît pas les résultats? Et s'il faut vous suggérer qui? Non, mais moi je suggère la révolution. Hein. La révolution. L'article 104, qu'on doit faire partie, M. Et si ça tombait sur vous? Et organiser. Non, mais alors, vous moi je n'ai pas le pouvoir. Vous allez faire la révolution contre moi pour avoir fait quoi? La révolution, c'est fait contre ceux qui sont au pouvoir. On ne fait pas la révolution contre le peuple. Voyez-vous? Si vous n'arrivez pas à faire partie, M. Félix Sekedi, ce pays ne va pas bien fonctionner. On doit enclencher l'article 64 et le conjuguer au passé. Voilà. Le gouverneur déchu, réhabilité, suspendu plutôt de ses fonctions réhabilitées de M. Gobila, vient de publier, à la veille des élections du gouverneur, il vient de publier le nouveau gouvernement. Il a fait des réformes. Pourquoi faire ces réformes, mais à la veille des élections du gouverneur, et changer les animateurs? Il est en droit de les faire. Il pouvait être en droit de les faire si nous étions dans un pays normal. Est-ce que c'était opportun? C'était opportun. Non, mais ça dépend de raisons. Parce que si l'essentiel des membres de son gouvernement sont devenus députés provinciaux, ils sont frappés d'incompatibilité. Naturellement, il doit avoir un autre gouvernement parce qu'il a la plénitude du pouvoir en tant que gouverneur jusqu'à l'installation de l'autre gouverneur qui sera élu. Alors, le fameux gouverneur qui viendra, qui sera issu de mauvaises élections, viendra quand? Peut-être au mois d'avril. Alors, la province ne peut pas rester sans ministre, justement parce que la loi n'a pas anticipé sur ça. Je vous donne juste un cas. Le président du bureau de l'Assemblée nationale a vu son mandat se stopper juste parce qu'il y a eu élection. Oui. Il a été remplacé par qui pour convoquer la plénière? Par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je pense que nous pensons, nous les BAT, on doit appliquer cette réalité, la mutatis mutandis, pour toutes les institutions. Après élection, en réalité, le gouvernement provincial devait tomber. Mais qui devait les remplacer? Il fallait envisager et prévoir une administration qui doit expédier les affaires courantes. Parce que, supposons qu'il est élu, il est député national, il est député provincial, en même temps il est gouverneur. Qui allait convoquer le gouvernorat? Qui allait gérer en fait? Voyez-vous? C'est-à-dire que nous devons envisager
pas de grandes réformes, la refondation de l'État et intégrer toutes ces réalités-là. Nous voyons le banditisme qu'il y a au niveau de ce que vous appelez le gouvernement de Warrior. Des gens qui font des cumuls de fonctions incompatibles. Il n'y a que dans ces pays que les gens peuvent se comporter en fou. Mais monsieur Alain, il y a un pays rempli des intellectuels. Pourquoi alors tandis non, vous parlez des intellectuels, ben les diplômés. Les diplômés, les intellectuels. Voilà. Mais êtes-vous diplômé ou intellectuel? Non, mais c'est à vous d'apprécier. Alors, mais il y a des vous êtes diplômés, là, certes, mais il n'y a a pas assez d'intellectuels. Parce qu'un intellectuel, c'est celui qui arrive à résoudre un problème. Alors, des gens qui sont incapables de résoudre le problème. Comment pouvez-vous expliquer qu'un premier ministre fasse la demande pour qu'il fasse le cumul de fonctions? Et pourquoi nous aussi nous permettons pour être contrôleur du gouvernement et en même temps être le chef du gouvernement? En tout cas, il y a un problème. Pourquoi maintenant l'opposition et le souverain primaire permettent toutes ces transgressions? Non, mais apparemment, l'opposition, vous parlez de l'opposition. L'opposition attend aussi le porte-parole là. Certainement qu'ils vont participer dans ça. Mais nous condamnons, nous fustigeons, nous déclarons. Sauf peut-être si vous voulez nous pousser à prendre des armes. Parce que c'est que nous faisons, nous dénonçons. Non, l'article 64, je non, dirais... mais effectivement, l'article 64, mais quand j'en parlais, vous n'avez pas soutenu. Mais pourquoi son applicabilité fait défaut alors? Non, mais comment voulez-vous que l'on applique l'article 64 et que sur le Premier ministre alors qu'il y a un président qui a été fabriqué dans la marmite de la fraude? Commençons d'abord à faire partie Félix Tshisekedi. Et il y aura un effet d'entraînement pour les restes. Le gouverneur de la ville avec son vice qui est accusé, selon les informations qui est aussi à notre possession, que Laurent Pouilleri, réhabilité pendant que M. Ngobila était, le gouverneur Ngobila était suspendu, il était réhabilité, il semblerait que l'IGF a pris le dossier, qu'il est en train d'enquêter, il semblerait que les fonds alloués à ces travaux sont exorbitants et les services sont en train d'enquêter sur ça. Pourquoi c'était une précipitation d'arranger le repos Pouilleri pendant ce temps ou soit c'était un coup préparé? Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, dès lors que le pays ne va pas fonctionner selon les normes, on va connaître ces genres de dérives, voyez-vous, parce que justement, les gens ne veulent pas respecter les grands principes. Partons d'abord du principe que le fameux VPN n'avait pas le droit de faire partir le gouverneur parce que justement il n'avait pas compétence. La grande question que nous devons tous nous poser, pourquoi a-t-il fait partir M. Ngobila de manière unilatérale? C'était justement pour occasionner ce genre de dérives. Rien ne vous dit que ce n'était pas une stratégie justement pour leur donner la possibilité de s'engraisser financièrement. Peut-être c'était intentionnel. Moi, je ne pense pas qu'on peut faire partir un gouverneur par de voies scabreuses et sans avoir des arrière-pensées. C'est le fait de l'intérieur qui gère le gouverneur. Non, mais apparemment, vous confondez les textes. Nous ne sommes pas dans le cas de concentration à l'époque de Mobutu. Le VPN gère le gouverneur sur les aspects techniques. Mais on a vu plusieurs fois les gouverneurs suspendus par le VPN. Non, mais dans un pays de fous, dans votre constitution, on n'a pas reconnu, on n'a pas conféré le pouvoir au VPN de faire partie un gouverneur. Le VPN, c'est l'a fait à son époque. Citez que le Bédiok de l'IDPS. Citez-moi des gens sérieux, des gens qui connaissent la constitution. Pouvez-vous me donner une seule disposition de la constitution qui confère le pouvoir à ces fameux VPN de faire partie un gouverneur qui a double tutelle? Il a l'Assemblée nationale en tant qu'élu, représentant de la province, d'une entité régionalisée. Il a une autre tutelle, le président de la République, dont il est représentant à ce niveau. Il a double tutelle. Même le président de la République, pour commencer à suspendre ou à révoquer un gouverneur, il a fallu modifier certaines dispositions de la Constitution. Ce n'est pas comme ça qu'on doit commencer à gérer le pays comme nous sommes un pays de fous. Il n'avait pas compétence. Voilà pourquoi vous vous rendez compte aujourd'hui, il y a eu un problème d'application. On ne pouvait pas appliquer ça. Alors, ils ont créé une brèche justement pour récupérer le pouvoir. Et si vous regardez, vous juxtaposez ce qui est fait par le vice-gouverneur et ce qui a été fait par le président de l'Assemblée provinciale, vous allez vous rendre compte
que toute la question est liée à l'argent. Toute la question est liée aux banques. Vous serez surpris d'apprendre demain ou après-demain que pendant ces temps, il y a eu des décaissements de fonds. Et au-delà de ce que vous vous imaginez. Alors, moi je me pose la question, comment peut-on être dans un pays sérieux? Vous arrivez sans faire l'état des lieux, vous commencez à poser des actions. En réalité, lorsque vous remplacez quelqu'un, vous commencez d'abord à faire l'état des lieux. Avoir au moins une idée sur les erreurs et les forces de celui que vous précédez, que vous succédez. Quand même, la population se réjouit de ce Mais quand vous parlez de population, vous de parlez la réhabilitation de ce rond-point. La réhabilitation, et vous pensez dans un pays sérieux, on va remplacer les immondices que par les pelouses? On pouvait aussi en faire un parking et générer de l'argent. Comme dans un inclus d'œil, il a fait quelque chose qui a attiré l'attention de la population. Entre les deux, alors, qui peut le deux? Non, mais parlons-en. Qui peut gérer? Non, mais ni l'un ni l'autre. Qui peut gérer? Parlons-en. Sur boulevard Lumumba, qui a planté les pelouses là-bas? C'est Jatini Ngobila. Bah alors, ça change quoi? Lui, il a planté plusieurs kilomètres. On voit des activités récréatives là-bas. Mais alors, ici, qu'est-ce qu'on allait faire? On pouvait aussi en faire un parking. Pourquoi voulez-vous encourager l'imbécilité des gens? Pourquoi ne pas envisager, réfléchir sur de grands problèmes et de grandes solutions? Il suffisait seulement de réfléchir, de faire un plan d'action et de poser des actions de manière cohérente et de manière efficiente. Pourquoi commencez-vous à encourager les gens? M. Félix, c'est qu'il était avec ses amis et puis paf, il se décide comme ça de décaisser 358 millions pour vous construire un bâtiment que vous appelez le centre financier. Vous ne vous posez même pas la question, c'est quoi un centre financier? Et vous applaudissez, non, c'est beau. Oui, c'est beau, oui, mais ce n'était pas une priorité pour l'État. Pendant que nous sommes là, il y a des agents de la province qui ne sont pas payés. Vous comprenez? Vous décaissez comme ça 3 millions, 1 million 500 pour planter des pelouses, alors qu'on pouvait mettre on pouvait arranger et faire de cet espace un parking que les gens pourront commencer à payer et l'État aura à générer de l'argent. C'est ça l'avantage de faire l'économie, contrairement à d'autres personnes. Nous parlons chiffres. Le VPM de l'économie a fait aussi l'économie. Non, mais il a fait l'économie, mais il travaille avec un incompétent, cher ami. Et vous pensez qu'Amer ici, il travaillait avec moi, il allait travailler... C'est un docteur. Non, mais effectivement, il est docteur parce que je suis allé même dans son institution, là où il avait échoué à la première session. J'y étais. J'ai fait le tour, hein. Ne pensez pas que j'étais seulement à l'ICC. Je connais ces gens-là. Monsieur Alain, partagez-vous l'avis qu'on doit changer la constitution de la République démocratique du Congo? Parce que vous avez aussi parlé de la Constitution. Non, mais moi, nous avons commencé à parler de cette Constitution il y a bien longtemps. Mais la grande question, pourquoi? Pourquoi voulons-nous changer la Constitution? Pour permettre à M. Félix de se maintenir au pouvoir? Parce que la Constitution, la révision, la modification, ou sinon le changement de la Constitution doit être impersonnel. On ne peut pas changer toute une Constitution juste pour permettre à quelqu'un d'assouvir ses appétits gloutons. Si vous voulez parler du changement de la Constitution, commençons d'abord à sanctionner ceux qui l'ont violé. On arrête M. Félix Sekedi. Mais selon... On arrête M. Félix Sekedi et puis on envisage la révision, le changement de la Constitution. Le professeur Samutondi, c'est un magistrat maintenant, nous disait que la loi ne rétroagit pas. Comment alors on doit arrêter les gens qui ont commis des bavures avant? Non, mais pas avant. Maintenant, là, il est en train de violer la Constitution. Parce que la Constitution n'est pas encore changée. Et attention, pour arrêter M. Félix, c'est qu'on n'a pas besoin de modifier la Constitution. La Constitution actuelle nous donne la possibilité de l'arrêter. Article 164, 165, 166 et même 167 de la Constitution. Prévoit déjà les mécanismes pour l'arrêter. Il a violé intentionnellement la Constitution. Voilà pourquoi vous voulez la changer. Parce que si la Constitution n'est pas violée, pourquoi on doit la changer? C'est justement parce que M. Félix viole la Constitution et veut encore la violer. Vous nous parlez du changement de la Constitution. Dites-nous quelles sont les raisons. Vous voulez quoi? Commencer à nommer le gouverneur? Cette aberration que j'ai entendue de M. Félix, est-ce que c'est M. Prend ne fût-ce que le soin? Il y a une certaine... Prend-il le soin de lire ne fût-ce qu'une page de la Constitution par mois? Il est même incapable de lire la Constitution. Tenez, il veut que l'on garde les assemblées provinciales, mais il veut qu'on commence à nommer le gouverneur. Ils vont servir à quoi ces assemblées-là? Il n'a aucune notion sur le management institutionnel. Mais il veut commencer à entrer dans le débat sur les changements de la Constitution. C'est quand même ridicule.
Mais si alors on ne pourrait pas finir cette émission sans toutefois qu'on parle des élections, du processus électoral. Nous sommes déjà presque à la veille. Il y a des assemblées qui sont en train d'être installées. Comment évaluez-vous le processus électoral de décembre? Le processus le plus chaotique, le plus criminel que nous n'avons jamais connu. Et fort malheureusement, les gens se contentent de voir le nombre de sièges, mais personne ne se pose la question sur la qualité du processus électoral. Apparemment, les gens n'ont pas la maîtrise de l'histoire de cette constitution ou du processus électoral. C'est nous, par contre, que nous sommes battus pour que nous ayons les élections dans ces pays. C'est nous, par contre, que nous sommes battus pour avoir cette fameuse constitution, bien que j'avais voté contre la constitution lors du référendum. C'est nous qui avons la maîtrise de la finalité du processus électoral. C'était pour mettre fin à la crise de légitimité. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que toutes les institutions sont illégitimes. Ce n'est pas seulement des institutions à fonction élective, mais nous nous rendons compte, même la Cour constitutionnelle devient illégitime. Justement parce que les gens ne veulent pas considérer la vision des départs. Nous nous sommes résolus d'aller aux élections pour que le peuple choisisse le personne de son choix et fasse son choix sur les personnes qui doivent représenter, les représenter ou sinon défendre ses intérêts. Aujourd'hui, nous sentons et nous voyons qu'on a plus procédé par de cooptation. C'est M. Félix Sekei qui avait sa liste. Il dit, voilà, M. Kadima, vous donnez à l'IDPS 80 sièges. Vous donnez à Bemba 16 sièges. Vous donnez à tel autant. Et puis on lui donne la liste. Et Kadima il arrive à s'arranger. Il enlève 2, 3, 4 effets de colmatage. Il prend les enfants de membres de la CENI. Il leur donne la possibilité d'être proclamés élus. On publie les résultats. Et après, on se rend compte que les résultats n'ont pas été, ne reflétaient pas les réalités des urnes. La CENI elle-même a commencé à corriger ses imperfections. Non, tel n'a pas été élu, c'est tel, erreur matérielle. Tel n'a pas été... Mais ça peut aussi arriver, parce qu'il y avait toute une profusion de candidats. Apparemment, ce pays n'a pas de chance. Non, mais attendez, quelqu'un qui a été candidat dans le Kassai se retrouve dans le Katanga. C'est ça une erreur matérielle d'après vous? Y avait-il précipitation pour ne pas prendre le soin d'analyser en profondeur les questions avant de les publier? Mais vous savez, la loi électorale prévoyait, il y avait tout un calendrier à respecter. Non, mais calendrier à respecter quoi? Si les résultats reflétaient les réalités sur le terrain, comment quelqu'un qui a postulé à Tchangou pouvait se retrouver dans le Maïndomé? Vous allez me dire quoi? Parce que le dossier était traité séparément par rapport aux circonscriptions. C'est justement parce qu'il n'y a pas eu compilation. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre, cher ami. Ces erreurs-là, nous allons les gober. Non, mais attendez, nous allons l'infliger au président, soit aux non, mais c'est M. Félix Sekei qui amène des banditismes électoraux dans ces pays, c'est lui? Il n'est pas le président de la CENI, M. Alain. Alors, qui a dit qu'il est le président de la CENI? Il est le chef, il est le patron du président de la CENI. C'est son militant qui est là. Vous connaissez M. Kadima? Oui, je le connais. Mais voilà, c'est un militant de l'IDPS. C'est un militant de l'IDPS. Voyez-vous? C'est que vous ne comprenez pas, ce pays est en train de sombrer dans des antivaleurs. Pendant les examens d'État, il y a eu la deuxième session, ce qui ne s'est jamais fait dans ces pays. Avec on publie les résultats, et puis on revient pour republier les résultats. Il y a quelqu'un qui a passé, comment on appelle, la dissertation, un élève, il est décédé, mais il a obtenu 67%. Comment peut-il arriver à un mort de passer les examens d'État et obtenir 67%? Comment expliquez-vous? Quelqu'un qui a passé les examens d'État dans la province de Soudou-Bangui, il a été publié à Lodja. Comment expliquez-vous ça? C'est justement parce qu'il y a eu antivaleur. C'est que je sais, s'il y avait compilation, on allait avoir résultat circonscription par circonscription, province par province. S'il y a eu ces erreurs-là, c'est justement parce qu'on a falsifié les informations à partir d'ici. Et s'il demandait les changements, partant de votre proposition-là, s'il demandait le changement de calendrier électoral pour qu'il publie, est-ce que vous aurez dû accepter ce... Non, mais qui vous a dit que moi j'ai soutenu ces fameuses élections? Mais je constate tout simplement, il y a eu de l'imbécilité dans ce qui a été fait. Cher ami,
Nous parlons nation, nous parlons pays. Si on ne respecte pas la norme, il y aura dysfonctionnement. Et la conséquence, c'est quoi? On aura à faire la promotion des antivaleurs. Il y a de ceux qui devaient être députés, qui ne le seront pas parce que les choses n'ont pas été bien faites. M. Félix Sekedi a été invention de Kabila. Aujourd'hui, il a cristallisé le mécanisme de fraude pour qu'il soit là. Il est entouré des députés qui n'ont pas été élus, qui ont été cooptés. Dites-moi, quelle est la part de la population dans tout ça? Quelqu'un qui n'a pas bénéficié du suffrage de la population ne va pas travailler pour la population. Ça, c'est clair. Ils vont travailler pour leur classe politique, ils vont travailler pour leurs intérêts. Voilà pourquoi ils soutiennent l'augmentation de leurs émoluments. Alors qu'il y a des policiers qui ne touchent qu'à peine 100 $. Et on veut donner à un député qui ne fout absolument rien 33 000 $. C'est-à-dire que pour qu'un policier qui touche 100 $ arrive à avoir ne fût-ce qu'un mois d'un député, il doit faire 330 mois. Ça fait 20 ans de carrière, cher ami. Nous nous battons pour des valeurs. On doit respecter les valeurs. Et d'ailleurs, en respectant les valeurs, ça nous protège aussi. Aujourd'hui, pour que M. Félix Sekedi entretienne cette bande-là de criminels que lui va appeler députés, il doit avoir l'argent. Il doit commencer à les rançonner, à leur donner l'argent comme des mercenaires, les entretenir pendant tout ce temps. Cet argent pouvait servir à la construction, à la fabrication même des bancs. La corruption détruit l'État. Lisez votre propre constitution, cher ami. Merci. Vous ne pouvez pas soutenir les antivaleurs. Aujourd'hui, Félix Sekedi est la réincarnation de ces antivaleurs que nous avons combattues. Et c'est quand même décevant. La fameuse rencontre du CG de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, qui avait rencontré les animateurs du regroupement politique PCR, qui tenteraient, je parle au conditionnel, qui tenteraient, selon les informations, quitter l'Union sacrée pour aller former PCR. Et pourquoi ces consultations-là? Pourquoi toutes ces consultations-là? Déjà, moi, je ne peux pas perdre mon temps à parler d'un monsieur comme Kabouya. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps à perdre à en parler parce que c'est un épiphénomène. Lui, il n'agit que par rapport à ce qu'on lui demande de faire. C'est un exécutant, cher ami. On parle de ceux qui sont porteurs de vision. Il n'en a pas. Un administratif. C'est un administratif. Quand on lui dit de faire ça, il applique. Alors, de leur parti politique? Oui, aussi. En quoi ça nous concerne, nous? Mais il engage. Comment? Il engage quoi? Il gère un parti politique présidentiel. Non, alors, ça fait quoi? Un parti politique de quoi? Un parti politique qui a sorti un président de la République. Et vous pensez que Félix Sekedi est le président de l'IDPS? Félix Sekedi a été façonné à Kingagat. L'IDPS n'a rien fait. Mais par le combat de l'UDPS. En quoi? En quoi? Il a négocié parce qu'il était ce qu'il était, cher ami. Non, mais c'est ça la politique. Je ne peux pas, moi, perdre mon temps à parler d'un monsieur comme Kabouya. Je ne peux même pas perdre mon temps, cher ami. Ce qui est vrai, si on doit adresser un message à la jeunesse, c'est de garder espoir. C'est de garder espoir. Les Égyptiens que vous voyez là, les Félix Sekedi, les Bemba, les Kamere, les Samaloukoun et tous ces gens-là vont disparaître. Même ça devient conflictuel pour l'opposition, Michel Alain. En tout cas, tous ces gens-là... Parce que lui, on ne le voit nulle part dans le guéguerre politique. Non, mais c'est un incompétent, on va le voir. Non, il n'est pas calme, il est dans son élément. M. Félix Sekedi avait besoin d'avoir quelqu'un pour faire la figuration du Premier ministre. Il n'est pas Premier ministre, c'est un assistant. L'assistant de qui? Tout de Félix Sekedi. Tous ces gens-là, vous ne les verrez plus jamais. Ma condition, que vous leviez. Parce que la politique, c'est des rapports de force. Si vous regardez en termes de poids démographique, c'est vous, les jeunes, qui constituez la majorité de la population. Ne laissez pas ces gens prendre votre avenir en otage. Levez-vous. Venez enclenchons ensemble l'article 64 pour refonder l'État et réinventer votre avenir. Par rapport à la classe politique de manière générale, vous nous avez déçus. Sincèrement, je me rends compte que vous ne servez que vos poches, vous ne servez que vos ventres. La population est en train de souffrir. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui sont dans l'opposition, vous vous laissez corrompre à n'importe quel moment. Ce n'est pas normal. La population vous faisait confiance. Aujourd'hui, la population est déçue. Quel est cet opposant qui s'élève pour dire non à la situation de l'Est? Personne. Même le pouvoir ne manifeste même pas. Les gens sont en train de mourir. Personne ne réagit.
Parce que l'essentiel d'entre eux sont liés au Rwanda, à l'Ouganda. Alors, comment peut-on espérer avoir un avenir meilleur avec des politiciens aussi pourris? On doit changer la classe politique. On doit renouveler cette classe politique. Sincèrement, moi, j'encourage la jeunesse. Il faut mettre tous ces gens-là de côté. Ils ne méritent pas. On a des grands défis, mais on a de petits hommes comme ça qui n'arrivent pas à donner des orientations. Et pour les restes, je vous convie à adhérer massivement à notre parti. Les BAT, Lèvons-nous et Bâtissons. C'est un parti progressiste qui prône des valeurs. Et nous pensons que si vous vous engagez à nous accompagner ou à faire partie du combat, on va résoudre beaucoup de problèmes. Il y a des choses que nous pouvons faire et résoudre certains problèmes qui assaillent notre société. Voilà. Et moi aussi à l'opposition. Je l'ai dit, l'opposition n'est pas différente de ceux qui sont au pouvoir. Et d'ailleurs, l'essentiel de ceux que vous appelez opposants était hier avec Félix Tshisekedi. Ce sont ses amis. Hein? L'essentiel de ceux que vous appelez opposants, ils sont du RASOP. Je ne fais pas confiance à la classe politique. L'opposition, majorité y compris. Moi, je pense que la jeunesse doit s'élever et renouveler cette classe politique. Comment pouvez-vous expliquer? Depuis que j'étais enfant, on parlait de Mbosso. Il est encore là. Aucune réforme, aucune initiative, rien du tout. On doit changer toutes ces réalités-là. Nous devons donner la chance à ceux qui ont une grande vision. Parce que les gens, peut-être, ne le savent pas. Même la Bible le dit. Les vieux ont des songes et les jeunes ont des visions. Cela veut dire quoi? Le songe, c'est par rapport au passé. Mbosso ne voit que le passé. Tango Tozalaka, à notre époque. Mais nous voyons l'avenir. Nous voulons voir l'avenir. Le monde évolue sans nous. Alors que le monde profite de ce que nous avons. Nous avons des téléphones qui sont fabriqués avec nos matières premières. Mais jusque-là, nous n'avons pas la technologie pour commencer à fabriquer des téléphones ici. Allez voir la génération Android, les nouveaux jeunes. Ils ont la maîtrise de l'informatique, puisque ces vieux-là, ceux qui ont utilisé des machines dactylo, veulent rester en fonction, alors que les jeunes qui ont la maîtrise de l'ordinateur sont à la maison. Non, si nous étions une génération sacrifiée, je ne veux pas permettre à ce que nos petits frères, nos enfants aient la même vie. On doit changer les choses. Même si nous devons nous sacrifier, on n'a pas d'autre choix. Voilà. La population de l'Est qui, pendant que nous tournons cette émission, certaines localités de l'Est sont en train de s'évacuer pour d'autres localités. Un mot à cette population. En tout cas, on est des cœurs, et d'ailleurs nos cœurs saignent chaque jour. Ceux qui me connaissent le savent, c'est ce que je dis chaque jour en tout cas. Moi, je porte à cœur la question de l'Est parce que je connais cette partie du pays. J'ai vécu pendant un certain temps là-bas. Et en plus, je suis né pendant une période où on nous parlait de l'unité nationale. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Pour M. Félix, c'est que la priorité, c'est le sport, c'est le loisir. Il semble négliger la situation de l'Est. Nos femmes, nos mamans sont en train d'être violées chaque jour. Nos enfants meurent. Même ceux qui se déplacent, ceux qui fuient la guerre, meurent de choléra et des autres maladies diarrhéiques. Il suffisait seulement de mobiliser l'argent, d'acheter ne fût-ce que des bâches, donner de l'eau, du sucre, du sel, pour permettre aux déplacés de vivre. Fort malheureusement, le gouvernement est préoccupé à autre chose. Ici, à Kinshasa, on détourne l'argent. Et là-bas, il y a un manque. Nous devons nous battre pour avoir un commandant en chef aguerri. Vous savez, Kagame est fort. Mais justement parce qu'il est en face des gens qui sont faibles. Votre président de la République, M. Félix Tshisekedi, vous avez dit que si on tuait un seul Congolais, il allait déclarer la guerre. Où en sommes-nous? Ridicule! Alors, chers amis de l'Est, de la partie Est du pays, nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour renverser cette tendance. Moi, je pense que nous pouvons résoudre la question de l'Est. Il suffit seulement d'être sérieux. Parce que si vous allez sur le plan démographique, on est plus nombreux que le Rwanda et l'Ouganda. Si vous allez sur le plan étendu, on est plus nombreux. Mais ce qui nous manque, c'est la sérieuxité dans la gouvernance. On ne peut pas espérer la paix avec un monsieur comme Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs,